tu peux répondre à ça. Bien. Alors, Alors, en fait, ce que je voulais dire simplement pour conclure, c'est que ce type d'atelier va nous permettre de rencontrer des gens qui sont des spécialistes, soit parce qu'ils sont des ingénieurs, soit parce qu'ils sont des bâtisseurs, des architectes, ou des gens qui sont déjà sur le terrain en fait, en Afrique, et qui sont des porteurs de projets. Mais pour des raisons qui sont indépendantes de leur volonté, l'Afrique n'est pas au niveau de la décision politique. L'Afrique n'est pas à l'avant-garde pour simplement leur permettre de mettre le projet, c'est-à-dire que ça cesse d'être un papier, pour devenir quelque chose qui va être de l'ordre du chantier de la reconstruction du continent. C'est ça le problème. Il y a des ingénieurs qui travaillent pour l'Europe, mais sur le continent. C'est-à-dire qu'ils ont un savoir-faire, mais le continent ne pouvant pas valoriser ce savoir-faire, ne pouvant pas leur donner les moyens matériels simplement de leur subsistance, ils en viennent à travailler pour des puissances prédatrices en Afrique. Moi je dis puissance prédatrice. Bon, Adjamabo va dire que c'est des gens avec qui il faut coopérer. Mais c'est pas autre chose, c'est des prédateurs, on sait à qui on a affaire. Ça fait quand même des siècles. Bon, donc, il y a aux États-Unis un projet qui a été mis en place. Et c'est l'ancien navigateur interplanétaire malien, Cheikh Modibo Diarra, qui a tenté une carrière politique à la primature au Mali, qui a échoué, qui est en charge de ça. Il faut recruter les meilleurs Africains dans les différents domaines pour aider les États-Unis à améliorer leur capacité, à améliorer leur emprise sur l'Afrique. Tu vois, non? Donc c'est Cheikh Modibo Diarra qui fait ça. C'était le navigateur interplanétaire à Pasadena qui a envoyé le robot sur Mars, le robot Sojourner. Il avait plusieurs missions, il avait la mission Magellan. Adjamabo et moi-même, nous l'avons rencontré avec Mbake, le professeur Obenga. Et tout ça, ce fut une rencontre mémorable. C'était d'ailleurs la première. Je me souviens même d'un cours du professeur Obenga en 1988 où il est venu. Il est venu officiellement alors qu'il était déjà une sommité. Bon, donc il y a un courant qui travaille pour les intérêts des États-Unis en Afrique et qui mobilise les meilleurs Africains, les meilleurs cerveaux. Bon, il y a un de nos compatriotes togolais qui s'appelle Akwete, qui travaille dans African Search. Lui, il mobilise les cerveaux pour la France. Parce que quand il demande aux pays africains de les aider à mobiliser les cerveaux, les pays africains refusent en disant qu'ils préfèrent les cadres français, chinois et autres. D'où donc mon premier point de désaccord avec le professeur Oben Adjamabo. Je ne pense pas qu'il faille partir d'abord d'un panafricanisme économique. Je pense qu'il faut affronter simultanément tous les défis, ce qu'on appelle challenge. Donc il y a un aspect spirituel, un aspect économique, je n'ai pas dit religieux, j'ai dit spirituel. Parce que souvent quand on dit religieux, ils ont tous peur, à cause des croyances abrahamiques. Donc j'ai dit d'abord ça, et ensuite il y a aussi l'aspect économique, scientifique, technologique, qui vont de pair. Et pour moi, vous allez être tous étonnés, tant qu'il n'y a pas une prise de pouvoir par des cadres panafricains, dans un État
qui a une puissance démographique, qui a une puissance logistique et tout ça. Donc moi j'en cite 4. L'Afrique du Sud, la RDC, le Nigeria, qui est la première puissance économique en Afrique actuellement, et l'Éthiopie. Tant qu'il n'y a pas une prise de pouvoir, des cadres panafricains, mais il y a des gens qui disent qu'ils sont panafricanistes, mais en fait sont des panafricanistes bizarres. Tu vois, quand nous disons panafricanistes, c'est-à-dire que tu ne peux pas être panafricaniste et en même temps défendre le marxisme. Tu ne peux pas être panafricaniste et défendre le capitalisme. Tu ne peux pas être panafricaniste, c'est des échecs de Nkrumah. Tu ne peux pas être panafricaniste. Si tu es panafricaniste, il faut que tu défends un système socio-économique autoréférentiel qui est basé sur notre histoire et qui est articulé autour de la maths. Donc nous sommes opposés aux panafricanistes marxistes et de telle ou telle obédience, capitalistes de telle ou telle obédience, sociodémocrates, sociolibéraux, des trucs comme ça. On est opposés. Donc, si on a souffert par cette confusion entretenue, c'est pas pour encore retomber dans les mêmes travers après toutes ces années où nous avons eu le temps de connaître notre histoire. Donc, nous disons, nous allons vous donner la parole. Madame Juliana, vous appelez. Oui, bien sûr. Donc, ce n'est pas pour retomber dans ces travers. Donc, la contradiction actuelle oppose les faux panafricanistes, c'est-à-dire les panafricanistes chabaziens, et tout ce que vous voyez mon regard, et les panafricanistes qui sont pour la maths. Il faut qu'on se comprenne ça. C'est-à-dire que si nous, on a décidé depuis 30 ans de nous faire harakiri socialement, ce n'est pas pour redire encore qu'on est chabaz. Donc il faut comprendre que le panafricanisme actuel, c'est un panafricanisme articulé autour de la maths. Et le seul, d'ailleurs, apport que l'Afrique puisse donner à l'humanité. Nous sommes à l'ère du verso. On entre dans un cycle où les États-Unis, tous ces pays, vont finalement épuiser leur capacité de nuisance. D'accord? Nous entrons dans cette dynamique. Nous avons en même temps les Chinois qui sont là, les Indiens, Poutine, qui est de retour. Parce qu'on n'a jamais vu les États-Unis sur un terrain militaire et une puissance étrangère qui vient faire ce truc là-bas. Ce que Poutine fait, c'est même la preuve même qu'on a changé de monde. Tu vois, non? Mais quoi que Poutine va faire quelque chose pour l'Afrique? Que les Chinois vont faire quelque chose pour l'Afrique? Ou tout ça, c'est se mettre le doigt dans l'œil. Donc, nous disons que nous avons un discernement entre deux types d'alliances. Hein? Il y a les alliances conjoncturelles qui peuvent nous amener à voir un peu comment les autres ont un savoir-faire technologique et tout ça. Bon, on négocie gagnant-gagnant, mais à partir de notre propre logiciel, bien sûr. Et puis il y a les alliés naturels, que sont les afro-descendants, les Noirs d'Amérique, de la Caraïbe et de l'Asie, avec Rachidi. Ils sont 200 millions. Hein? Donc, on fait des sommets Chine-Afrique, sommets États-Unis-Afrique, sommets Europe-Afrique. Quand tu te demandes pourquoi il y a tous ces sommets, on dit que c'est pour avoir un transfert de technologie, pour avoir ceci. Mais il n'y a jamais de technologie. Ils viennent là, ils font leur business, ils ont leurs ouvriers, ils ont leurs ingénieurs. Il n'y a jamais de transformation locale, industrielle de nos produits. Donc ça, c'est un premier élément qu'on ne peut pas contourner dans une vision à long terme. Donc, le deuxième sujet où je suis obligé de modérer les choses, les dirigeants qui dirigent actuellement l'Afrique. Sur 54 dirigeants, je ne parle pas des Arabes et tout ça, sur 54 dirigeants, il y a au moins 42 qui sont francs-maçons. 48. Oui, 48. Bon, il y en a même qui disent même 48. D'accord. Mais si tu as déjà dépassé 40, sur 52, c'est que tu as un problème. Tu vois, non? Donc la question n'est pas d'aller voir des gens qui ont signé un pacte
ce pacte. En cas de conflit d'intérêts entre leur pays et les pays qui sont dépositaires de ces loges, ils choisissent en dernière analyse ces pays. C'est pour ça que j'ai parlé de Lionel Zissou. Il a signé ce pacte. Katumbi. Tout ce que j'ai cité tout à l'heure, ce n'était pas pour ma musique. Donc il est hors de question que ce soit ce leadership-là qui incarne un projet comme celui d'Adjamabo. Ça ne pourra pas se faire. Nous ne rêvons pas les yeux ouverts. On sait de quoi on parle. Et croyez-moi, nous savons de quoi on parle. Donc il faut un nouveau leadership panafricain. Quand je dis un nouveau leadership panafricain, c'est-à-dire, bon, excusez-moi, on ne fait pas les œufs sans les omelettes. Hein? Sans casser les œufs, il me semble. Hein? Les Africains veulent faire des omelettes directement dans l'œuf. Même ma femme, quand elle me fait, elle est obligée de casser. Elle est là, elle peut témoigner. Moi-même, je ne sais pas comment. Bon, donc, le problème que nous posons est très simple. Est-ce que les dirigeants qui, depuis des siècles, sont mis en place pour enterrer les contentieux? La traite négrière, c'est un contentieux. La traite négrière arabe. Mais actuellement, nous parlons de l'Égypte. Mais nos lieux de culte sont dans les mains des gens. Nos ancêtres, tout en Cameroun, est dans leurs mains. Nos pires ennemis. Et nous disons que ces mêmes gens sont dans l'Union africaine. Et c'est avec cette même Union africaine qu'on va faire les États-Unis d'Afrique. On était même content en applaudissant que Kadhafi, c'est notre leader. Mais Kadhafi, c'est un arabe qui faisait partie du panarabisme de Nasser. Et ses frères l'ont rejeté. Donc il est venu dire qu'il est roi d'Afrique. Il faut quand même un peu de dignité. Vous voyez? Bon, donc moi je dis ceci. C'est mon deuxième point de désaccord. Les élites politiques et intellectuelles actuelles de l'Afrique ne peuvent pas porter ce projet d'Adjamabo. Bien, Adjamabo nous a dit, effectivement, et c'est vrai, que des actes sont posés quand même par certains. Hein, des actes positifs. D'accord? Bon, c'est le cas de la Guinée équatoriale. Hein? C'est le cas aussi, toute proportion gardée, du Zimbabwe. Vous vous souvenez quand Antoine Glaser a attaqué le président Mugabe? Moi-même, j'étais sur le plateau pour dire que non, pas, tu ne peux pas parler comme ça de Mugabe. Vous voyez? Bien. Il y a aussi des gens qui ont dit que nous avons soutenu un homme au pouvoir en Côte d'Ivoire. Tu vois? Mais ils ont oublié que pour déloger un seul homme, on a fait 4000 morts. Est-ce que tu es obligé de faire 4000 morts pour déloger un homme? Nous défendons la souveraineté. Nous ne défendons pas un homme. C'est pas clair ça. Et si cette souveraineté était en cause au Togo, au Bénin, Adjamabo est bien placé pour savoir qu'au Togo, nous défendons la même souveraineté. Donc si tu défends la souveraineté des pays africains, il faut défendre aussi un nouveau leadership. Cela pose le problème des cadres panafricains que nous devons former. La sœur a raison. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des compétences techniques. Il faut avoir un paradigme africain. Il faut avoir une vision africaine qui soit conforme à ce qu'ont enseigné les Cheikh Anta Diop, les Garvey. Et cela, ce n'est pas dans les écoles occidentales qu'on le fera. D'accord? Dans les écoles occidentales, on forme des surdiplômés qui sont tarés. Voilà. Donc, ce que nous devons faire, c'est faire en sorte qu'on forme des patriotes et qui maîtrisent l'innovation, l'industrialisation, et comme Adjamabo. C'est pas pour rien que je l'ai emmené. Bon, donc il y a ce deuxième élément, c'est-à-dire que Adjamabo a fait une distinction très utile, je vais finir sur ça, entre la formation permanente. Bon, pas formation permanente, moi j'entends en fait les humanités classiques africaines. C'est ça que j'entends par formation permanente. C'est-à-dire tout le monde, que tu sois économiste, juriste, tout ça, tu dois connaître ton histoire, tu dois connaître ta civilisation. Sinon tu vas croire que c'est les Blancs qui ont tout inventé. Et la plupart, c'est ce qu'ils viennent dire à la télé. Quand on daigne leur donner la parole. Bon, ensuite, il y a aussi une autre dimension, c'est la formation technique. Vous voyez? Ça, c'est ce que Adjamabo dit,
il faut des ingénieurs qui maîtrisent les nouvelles technologies, qui maîtrisent ceci, cela. Là, je suis d'accord avec le professeur Adjamabo pour qu'on fasse des trucs de coopération avec des centres de recherche à l'échelle mondiale. Mais ça, c'est pour gagner du temps. Il faut construire sur le plan local nos propres centres de formation. Et l'Afrique du Sud pourrait être spécialisée dans les sciences et les techniques. Ils ont tout le matériel. Ils ont des laboratoires et tout ça. D'ailleurs, la raison pour laquelle les Occidentaux adorent Mandela, c'est que Mandela seul, pris en otage, il n'y a pas d'autre mot, a signé le démantèlement de l'arsenal nucléaire de l'Afrique du Sud. C'est pour ça qu'on l'aime comme ça. Et deuxième chose que Mandela a fait, plus grave, Mandela a signé un document en quoi nous renonçons à revendiquer une redistribution des terres. Ah oui. Et il a accepté aussi qu'il n'y ait pas de nationalisation. Vous comprenez? L'homme qu'on appelait terroriste, comment on peut changer d'état d'esprit vis-à-vis de cet homme en si peu de temps? Oui, ok. Est-ce que tu suis? Dernière chose, dernier point qui est capital, il me semble que rien ne peut se faire sans la population. En fait, dans tous nos projets, nous avons les élites, les détenteurs du savoir. Mais la population, c'est un peu comme si elle va suivre. Tu vois, si nous décidons maintenant de faire un partenariat ou une coopération technique avec la Chine ou avec tel autre pays, d'accord? Eh bien, nous assumons et nous disons la population du Nigeria va suivre. C'est un pari. La RDC, la population va suivre. C'est un pari. Et si la population ne suit pas? Hein? Comme au Burkina. Si la population dit non, c'est fini, on suit. On fait comment? Est-ce qu'il y a un plan B? Est-ce qu'il y a un plan B? Bon, il faut travailler donc au plan B. Ma conclusion, c'est que s'il est un homme qui a incarné au plus haut point l'économie, l'ingénierie et aussi le savoir, c'est un Togolais. Enfin, en guillemets. C'est-à-dire, c'est un kémite né dans l'enclos néocolonial des vaches togolaises. Tu comprends, non? Bon, il s'appelait Olympio. Sylvanus Olympio. Et le professeur Adjamabo, qui est très attentif au parcours singulier de Sylvanus Olympio, moi je n'hésite pas à dire que c'est un de ceux qui ont dirigé l'Afrique et qui avait la meilleure expertise en la matière, propose qu'à l'occasion de l'anniversaire, disons, oui, on puisse faire connaître aux gens qui le souhaitent ce qu'il avait comme bagage, quel projet il avait pour le Togo et l'Afrique, et surtout, quel est son héritage par rapport à la situation politique actuelle du Togo qui est caractérisée par le blocage depuis 50 ans. D'accord? Son nom c'est Olympio. Donc son nom est ressorti dans la rivalité avec Nkrumah. Hein? Qu'est-ce qui a motivé cette rivalité? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Parce que tout ça, ça fait partie d'une thématique qui fait partie de notre programme. C'est les grandes figures de la Renaissance africaine. Hein, il y a eu des grandes figures de la Renaissance africaine, dont Sylvanus Olympio. Avant de donner la parole aux dernières personnes qui souhaitent commenter, je vais demander au professeur Obenga, pardon. Si je dis Obenga tout de suite, ça veut dire que tu commences à être, tu commences à t'embourgeoiser là. Oh, professeur Adjamabo, merci. Oui, voilà. Donc, permettez, je vais dire un mot sur l'hommage que souhaite organiser en faveur de Sylvanus Olympio. C'est une figure qui n'est pas du tout connue de nos compatriotes. Et même Togolais n'est pas du tout connu. Voilà. Et pour vous donner une idée, je dirais, de sa stature, et je vais vous lire l'hommage que le président Kennedy
et lui a rendu le lendemain même de son assassinat. Il a été assassiné le 13 janvier 1963. Et le lendemain, Kennedy a rendu public cette déclaration. Donc Kennedy a écrit « L'assassinat tragique du président Olympio est un coup dur pour le progrès de la stabilité des gouvernements en Afrique. C'est aussi une perte non seulement pour son propre pays, mais aussi pour tous ceux qui le connaissent ici aux États-Unis. Son jugement sage et sa stature d'homme d'État manqueront à toutes les nations qui chérissent les valeurs et les idéaux de l'homme. » Vous voyez, et Kennedy le place au firmament des chefs d'État du monde entier. Il dit que ce n'est pas seulement une affaire d'Afrique. Il dit qu'il va manquer à toutes les nations qui chérissent les valeurs. Et pour que le plus puissant, Kennedy à l'époque, c'est le plus puissant du monde, il a écrit ça donc le 14 janvier 1963. C'était quoi? Un an après la crise de baie des cochons, où et les Russes et puis les Américains allaient déclencher la Troisième Guerre mondiale. Bon, donc c'est dans tout ce contexte-là qu'il dit que, que Sylvanus Olympio va manquer à toutes les nations qui chérissent les valeurs et les idéaux de l'homme. Donc, cet homme mérite d'être plus connu des Africains, qui seraient plus fiers que d'entre eux est sorti un tel homme qui est suscité un tel homme. Moi, je suis sûr que Kennedy, de toute sa vie, n'a jamais écrit quelque chose comme ça à n'importe quel, même pas un Américain. Et voilà. Et quand il est décédé, bon, disons qu'il y a eu son histoire entre l'ambassade des États-Unis au Togo et parce que sa maison était contiguë à la maison et l'ambassade des États-Unis. Bon, fait-il que l'ambassadeur des États-Unis, après sa mort, il a démissionné de son activité diplomatique et il est professeur d'université. Et bien sa fille dit que depuis, dans toute son enfance, il avait un portrait, ce portrait de Sylvanus. Je vais vous passer, je vais vous distribuer, cet ambassadeur aux États-Unis au Togo, quand il a été assassiné, il avait le portrait de Sylvanus dans son salon. Et donc, la fille dit que durant toute son enfance, elle a vécu au salon avec le portrait de cet homme. Donc, imaginez un diplomate américain, professeur d'université, qui rend un culte à un homme d'État africain. Et d'ailleurs, donc, en 63, les Noirs aux États-Unis n'avaient même pas le droit de vote. Parce que c'est venu encore en 67. Oui. Donc, un diplomate, professeur d'université, qui rend un culte à un noir. Bon, donc vraiment, il fallait que ce soit une personnalité exceptionnelle. Et donc, il n'est pas du tout connu. Voilà, donc le 13 janvier, le mercredi prochain, ce sera le 53e anniversaire de son assassinat. Mais comme dans la semaine, tout le monde est pris, et donc le dimanche prochain, dans une semaine, avec l'ensemble, on a décidé d'organiser un peu une causerie un peu plus informelle comme ça, pour mieux connaître, avec des témoignages, et des témoignages écrits sur ce qui a justifié ce témoignage, cet éloge que Kennedy a rendu à Sylvanus. Bon, le matin, ceux qui le peuvent, à 11h, bon, je les invite à participer à une messe qui est célébrée à sa mémoire à l'église de la Madeleine. Mais on se retrouve ici à 13h pour une causerie comme cela. Et donc, je vais passer, vous servez. Avec les références. Oui. Donc ceux qui sont dans l'état d'esprit de la messe, ils ont bien compris. Ils ont été invités. Merci. Okay. Bon, merci.
Merci beaucoup, professeur Adjamabo. Maintenant, il y a un grand événement qui se prépare à Paris. Parce que, autant l'assassinat d'Olympio a représenté un drame pour beaucoup d'Africains, autant la disparition du professeur Cheikh Anta Diop constitue pour nous un moment de commémoration et de méditation. De commémoration et de méditation. Donc le professeur Cheikh Anta Diop est décédé le 7 février, le vendredi 7 février 1986 à Dakar, à son domicile de Fann. Et depuis 1986, ça fait 30 ans que nous évoquons sa mémoire. À l'époque où on évoquait sa mémoire, il n'y avait pas Internet. Donc, il y avait peut-être quelques personnes qui se rassemblaient. Hein, Adjamabo peut en témoigner. Et aujourd'hui, il y a, je crois, au moins 7000 sites où on parle de Cheikh Anta Diop. Mais on est en train de faire aussi un culte, de créer un culte pour Cheikh Anta Diop. Un culte. Mais Cheikh Anta Diop ne voulait pas d'un culte de la personnalité de son vivant. Il voulait que ses idées permettent à chaque Africain de tirer le continent vers le haut et de faire l'État fédéral d'Afrique noire. Voilà. C'est ça que Cheikh Anta Diop nous enseigne. Il n'a pas dit faites mon culte. Hein? Sinon j'aurais déjà créé une église. Mais je pouvais même faire, puisque je sais même prêcher. Je pouvais même faire le temple orthodoxe kémite. Non, attention, le temple orthodoxe kémite, hein, des suivants de l'Osiris Diop. Il y aura du monde. Moi, je pouvais prendre l'argent comme les pasteurs au lieu de rester là à boire la bière. Est-ce que tu vois, non? Mais on n'a pas fait ça parce que Cheikh Anta Diop ne voulait pas de culte de la personnalité. Vous voyez? Et chaque fois qu'on parlait de Cheikh Anta Diop en sa présence, il se fâchait. C'est incroyable. Il se fâchait. Les gens disaient, mais Cheikh, tout ça. Mais il disait, ne citez pas mon nom. Soyez dignes